La technologie est devenue si avancée que tout le monde a des implants d'IA dans la tête, qui aident dans la vie quotidienne. Mais malheureusement, cela signifie aussi que cela peut être monétisé. Alors, dès qu'elle entre dans un centre commercial, elle doit faire face à des dizaines de publicités. Après avoir payé son abonnement Vision Premium, les publicités disparaissent, et Eshika peut continuer sa journée. Elle est là pour aider sa collègue à choisir des bijoux, alors elle a aussi amené son assistant Android, Harold. Harold a tous les derniers logiciels de prise de décision, ce qui le rend très utile pour choisir des bijoux. Il a dû recevoir la mise à jour Charisme, car la collègue d'Eshika tombe follement amoureuse de lui après quelques minutes. La collègue décide d'acheter un pendentif, parce que Harold a dit que cela lui irait bien. Maintenant qu'elle a pris sa décision, la sortie shopping est terminée. Il raccompagne la collègue d'Eshika à la gare, et celle-ci dit qu'elle s'est beaucoup amusée aujourd'hui, surtout avec Harold. Alors, elle aimerait passer plus de temps avec lui. Elle serait même prête à lubrifier son arbre de transmission pour lui, s'il le veut. Mais Harold est mal à l'aise avec la tournure de la conversation, alors il se contente de lui serrer la main de manière gênée. La collègue d'Eshika se souvient alors qu'Eshika était aussi là pour la sortie shopping. Elle la remercie pour son aide et s'excuse pour toutes les horribles choses qu'elle a dites sur elle dans le chat de groupe. Mais Eshika ne sait pas comment réagir à cela, alors elle fait semblant de ne pas avoir entendu, et elle se sépare. Harold dit à Eshika que sa collègue a probablement organisé cette sortie shopping pour se racheter après ce qui s'est passé entre elles. Alors, même si c'était un peu gênant, elle semble être une amie sincère. Cela dit, il demande à Eshika pourquoi elle n'a pas choisi de pendentif pour elle-même pendant qu'ils étaient chez le bijoutier. Eshika répond qu'elle ne veut pas en acheter un nouveau, parce que cela lui rappellerait sa sœur, et elle préfère éviter cela. Harold est sincèrement choqué qu'Eshika soit si honnête avec lui, car elle l'ignore habituellement. Son système met un moment à traiter ce qui vient de se passer, mais il pense que c'est un changement agréable par rapport à son comportement habituel. À ce moment-là, un détective les approche et dit qu'il est là pour poser quelques questions à Harold. Harold est emmené dans une salle d'interrogatoire, où on l'informe qu'il est suspecté de coups et blessures. Mais il sait qu'il n'a rien fait de tel, alors il répond honnêtement aux questions du détective et dit qu'il n'a pas commis ces actes. Malheureusement, le détective Brown est déterminé à obtenir des aveux de Harold. Alors, il quitte la pièce pour parler à son partenaire. Eshika est aussi présente, parce qu'elle veut assister à l'interrogatoire de Harold. Elle ne comprend pas pourquoi ils le retiennent comme ça alors qu'ils n'ont aucune preuve. Ils ont déjà vérifié les fichiers mémoire de Harold, et il n'y a aucune trace d'agression de sa part. Alors, ils n'ont pas le droit de continuer à l'interroger. Mais Brown dit que ces fichiers mémoire auraient pu être modifiés, alors il est toujours possible qu'il ait commis le crime. Les victimes ont aussi clairement signalé avoir été attaquées par un androïde. Mais Eshika dit que cela ne signifie pas que Harold est le coupable. De plus, il y a des programmes installés dans le système de Harold qui lui interdisent strictement de faire du mal à un humain. Mais le détective Brown évoque une ancienne affaire impliquant un androïde nommé Steven, qui a perdu le contrôle et a attaqué un humain plus tôt cette année. Il existe 3 versions des androïdes, Steven, Harold et Marvin. Steven est actuellement détenu dans une capsule d'analyse, et Marvin a disparu, alors il est probablement endommagé. Cela signifie que le seul androïde dont on n'a pas de compte est Harold. Alors, le détective Brown est sûr que le coupable doit être lui. De plus, le fait que Steven ait attaqué un humain signifie que Harold devrait être capable de faire de même, puisqu'ils sont programmés à partir du même noyau. Eshika rappelle au détective Brown que Harold travaille avec elle au département des cybercrimes. Mais il dit que cela n'a pas d'importance, car il a déjà obtenu l'autorisation d'enquêter sur Harold aussi longtemps que nécessaire. Eshika demande à effectuer une plongée cérébrale dans la tête de la victime pour prouver l'innocence de Harold. Mais comme Harold est son partenaire, Brown dit que ce serait un conflit d'intérêts de la laisser faire. Il n'y a plus rien à discuter, alors elle est obligée de quitter la salle d'interrogatoire sans Harold. Elle retrouve sa collègue, et Daria a déjà entendu parler de ce qui est arrivé à Harold. Alors, elle est très inquiète. Eshika lui dit qu'elle n'a pas réussi à convaincre le détective de libérer Harold, mais elle est sûre que les accusations sont fausses, car Harold ne ferait jamais une chose pareille. Malgré tout, Daria craint que Harold ne soit désactivé à cause de cela, mais Eshika jure qu'elle ne laissera pas ça arriver. Plus tard dans la soirée, Eshika retourne à la salle d'enquête. Harold semble aller bien, mais sa situation ne s'est pas beaucoup améliorée. Il lui dit que Brown va le transférer en prison dès son retour et qu'il refuse toujours de croire en son innocence. Eshika lui dit que Daria était très inquiète pour lui, alors elle reste dans un hôtel à proximité jusqu'à ce que toute cette histoire soit réglée. Elle ajoute qu'elle peut demander au chef du département des cybercrimes de l'aider un peu, mais Harold lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter autant pour lui. Eshika réalise que Harold est étrangement calme pour quelqu'un sur le point d'être envoyé en prison.
Elle lui demande alors s'il sait quelque chose sur le coupable du crime. Ils n'ont pas de preuves définitives, mais il est possible que le coupable soit Marvin, puisqu'il est toujours porté disparu. Cela pourrait aussi être quelqu'un se faisant passer pour un androïde, mais après réflexion, elle se rend compte que ce serait impossible à réaliser. C'est alors qu'elle reçoit un appel paniqué du détective Brown, qui exige de savoir où elle se trouve. Elle lui dit qu'elle est dans la salle d'interrogatoire avec Harold. Une fois que Brown arrive, il lui demande si Harold était là pendant toute son absence. Eshika le confirme, mais au cas où il ne la croirait pas, Harold montre le stagiaire sous-payé qu'il a surveillé pendant les dernières heures. Puisqu'Harold était vraiment là tout ce temps, Brown réalise qu'il a commis une terrible erreur. Pendant qu'il essayait d'obtenir des aveux de Harold, le vrai coupable a attaqué une autre personne. Cette fois, la victime malchanceuse était Daria. Elle a survécu, mais elle est gravement blessée et reste dans le coma pour le moment. Avant d'être attaquée, elle a réussi à envoyer un message à la montre de Harold, lui donnant la permission d'effectuer une plongée cérébrale sur elle. Pendant ce temps, Eshika est en réunion avec tous les chefs de département. Le président est convaincu que l'attaque contre Daria doit être liée à l'incident de Pittsburgh, qui a conduit à la mort de son mari Suzanne, mais les autres ne voient aucun lien. Ensuite, le chef s'adresse à Totoki et lui dit que, même si Harold n'est pas le coupable de cet incident, ce sera un désastre en termes d'image publique une fois que les gens sauront que l'androïde impliqué dans la résolution de cette affaire est le même modèle que Steven, qui a attaqué un humain plus tôt cette année. Il demande donc à Totoki de désactiver Harold immédiatement. Cette demande est scandaleuse. Eshika s'apprête à dire quelque chose, mais Totoki dit qu'elle s'en chargera. Elle se tourne alors vers le président, et lui dit qu'il est fou de penser qu'elle va désactiver Harold alors qu'il n'a rien fait de mal. Il a déjà été établi que Harold n'est pas une menace, et toute faille menaçante dans sa programmation aurait été détectée pendant leur enquête. Cela peut être vrai, mais le président rappelle à tous que Harold est le premier de la dernière génération d'IA. Il est capable de penser par lui-même et a le libre arbitre d'agir comme il l'entend. Cependant, Angus fait remarquer que l'IA n'a pas vraiment de libre arbitre. C'est juste un programme très complexe qui imite l'idée d'une âme. Il y a encore des choses que le programme ne peut pas faire. Quant à l'affaire Steven, il a été découvert que son système avait été modifié par un programmeur nommé A, qui est probablement impliqué dans cet incident aussi. Quoi qu'il en soit, ils veulent toujours désactiver Harold par mesure de précaution. Totoki refuse encore, mais Eshika ne peut plus rester silencieuse. Elle leur dit que le département ne peut pas se permettre de perdre Harold. Elle ne peut pas faire de plongée cérébrale sans lui, car il est le seul à pouvoir suivre son rythme. Elle a essayé de plonger avec des assistants humains, mais ils ont tous fini comme des légumes. Se débarrasser de Harold handicaperait gravement le fonctionnement du département des cybercrimes. Alors, Harold ne peut tout simplement pas être éliminé. Le président tente de contrer, mais Totoki souligne que leur département peut facilement trouver des indices qui les mèneront au coupable. Elle veut que Eshika prenne en charge l'enquête sur les agressions, et la meilleure chance qu'elle a de trouver une piste est d'effectuer une plongée cérébrale sur Daria pour découvrir qui lui a fait ça. Daria est toujours dans le coma, mais elle a déjà donné son consentement, et ses signes vitaux sont stables. Le médecin leur donne donc le feu vert pour commencer la plongée cérébrale. Eshika connecte un câble entre elle et Daria, puis passe l'autre câble à Harold pour qu'il puisse entrer dans le cerveau de Daria. Eshika nage à travers l'océan métaphorique des souvenirs. Elle aperçoit Daria, qui semble souffrir énormément. Elle doit se dépêcher de trouver les souvenirs de l'incident. Finalement, elle localise les souvenirs pertinents. Alors que Daria marchait dans une ruelle, un homme l'a confrontée. Il l'a poignardée au ventre sans raison, puis s'est enfui. Avant de perdre connaissance, Daria a bien vu le visage de son agresseur. Il ressemblait exactement à Harold. Mais elle savait que ce n'était pas vraiment lui. Dans ses derniers instants de conscience, elle a laissé un message au vrai Harold et lui a demandé d'effectuer une plongée cérébrale sur elle. Ils ont obtenu toutes les informations nécessaires. Harold sort Eshika de la plongée. Pour la sécurité de Daria, il demande au médecin des nouvelles de son état. Son rythme cardiaque a légèrement augmenté à cause de la plongée cérébrale, mais à part ça, elle devrait aller bien. D'après ce qu'ils ont vu dans les souvenirs de Daria, Eshika est certaine que le coupable était un androïde. Il est logique que cet androïde soit Marvin. Mais Harold n'est pas convaincu. Marvin a un grain de beauté sur la joue gauche, or l'agresseur n'en avait pas. Ce ne pouvait donc pas être lui, à moins qu'il ait trouvé un moyen de le cacher avant l'attaque. Ils n'ont pas beaucoup d'indices pour l'instant. Mais ils ont découvert un élément clé. Le couteau utilisé pour poignarder Daria portait un logo sur le manche. Ce logo les mènera sûrement à l'identité de l'agresseur. Le lendemain, Harold et Eshika cherchent des indices ensemble. C'est alors qu'Harold apprend que Nicolet vient d'arriver en ville. Eshika lui demande qui c'est. Il explique que Nicolet est le beau-frère de Daria et qu'après avoir entendu parler de l'incident,
il a décidé de venir s'occuper d'elle à l'hôpital jusqu'à son réveil. Pour changer de sujet, Harold veut remercier Keshika. Il a entendu qu'elle l'avait défendu pendant la réunion, quand le président a suggéré de le désactiver. Keshika répond qu'elle n'était pas la seule à s'opposer à cette idée, puisque Totoki était aussi contre. Mais le fait qu'elle ait pris son parti rend Harold vraiment heureux. Cela prouve qu'elle tient un peu à lui. Il lui demande alors si elle commence enfin à s'habituer à lui, même s'il est un androïde. Peut-être, admet-elle. Mais cela ne signifie pas qu'elle l'apprécie. Pour en revenir à leur enquête, l'emblème qu'ils traquaient s'est avéré être les armoiries de l'Alpheston College. Le couteau était un cadeau offert à tous les étudiants diplômés. Cela signifie que l'Alpheston College est lié d'une manière ou d'une autre à l'attaque. Il y a une personne à qui ils doivent parler en premier, la chercheuse principale de Novel Robotics, celle qui a pratiquement créé à elle seule le système sur lequel tous les androïdes sont programmés. Lexi Willow Carter. C'était la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.